Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 7 mai 2026 et nous avons la chance de recevoir Jacques Sapir dans nos locaux. Merci Alors, beaucoup. on a fait beaucoup d'émissions en visio et Oui, comme maintenant nous avons des locaux, eh bien c'est encore plus agréable de t'avoir en direct. Et on a décidé de faire une sorte de série d'émissions avec toi mhm, avant l'été pour faire un suivi hebdomadaire de la situation mondiale, parce que la crise va se développer aussi bien en Ukraine. On annonce une offensive majeure russe sur le front ukrainien après les célébrations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 9 mai. Zelensky dit qu'il va attaquer Moscou le 9 mai, on va voir. La crise en Iran, dont on a on arrive à suivre les positions iraniennes, les positions américaines. Ça a l'air plus compliqué. Ils sont effectivement pris dans une impasse géostratégique. Et toi, Jacques, tu analyses tout ça et tu as fait plusieurs articles sur Fréquence Populaire, le site, oui, tout à fait. pop.media, dont un qui a été publié hier, le 6 mai, pour la Saint-Georges. Oui, C'était sympa. absolument. Où tu fais, dans tous ces articles, tu fais tu suis en fonction de l'évolution de la guerre, quelles seraient les conséquences pour l'économie mondiale. Et là, dans cet article du 6 mai, tu as analysé les conséquences très probables pour la France à horizon, pour l'année prochaine, 2026 et 2027. Alors, on va en parler aussi maintenant. Donc ça, c'est la situation, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire si demain tout se remet en ordre, les bateaux traversent, Oui, tout à on fait. aura quand même un effet qui est Tout pas à, bon. tout à fait. On aura cet effet parce que, et c'est un petit peu ce qui explique, je dirais, l'évolution de ce que je dis entre le début ou la mi-avril et maintenant. Alors, il faut tout de suite dire que le papier que vous avez publié, donc sur Fréquence Populaire Média, est un papier qui a été fait par mon centre de recherche. Bon, bien sûr, j'y ai largement contribué, mais je ne suis pas le seul contributeur. Il y a deux jeunes chercheurs russes qui travaillent à l'Institut de prévision de l'économie qui m'ont aidé en reconstituant une partie du modèle de l'INSEE. Et donc, c'est à travers cela qu'on a fait ce calcul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il devient évident que, outre les effets de destruction, hein, bon, on sait très bien que les Iraniens ont tiré des missiles et beaucoup de drones sur des raffineries avec des dégâts qui sont importants. D'ailleurs, les dégâts les plus importants ont été causés par les missiles balistiques, beaucoup plus que par les drones. Bien. C'est le patron de l'agence de l'énergie L'Agence internationale de l'énergie. énergie qui s'appelle Monsieur, je sais son nom, mais Berthold Birol, Oui, mais qui a dit que 75 sites ont été soit détruits, soit fortement endommagés dans le Golfe. tout à fait, mais il y a aussi des raffineries. Il y a deux très grandes raffineries, puis il y a quelques petites. Il y a la raffinerie saoudienne de Jubail. C'est une immense raffinerie. Il faut savoir que l'investissement avait coûté 20 milliards de dollars il y a de ça à peu près une vingtaine d'années. Hein. C'est quelque chose de tout à fait immense. Les Saoudiens eux-mêmes disent qu'elle est détruite ou endommagée à 60%. Il y a la grande raffinerie à Koweït. On appelle la raffinerie de Koweït City, mais qui n'est pas à Koweït City, hein, qui a une quinzaine de kilomètres, qui elle aussi est visiblement encore plus touchée. Et puis, il y a des raffineries mineures qui sont touchées dans les Émirats, au Qatar. Et en particulier, alors là, c'est important parce que c'est la raffinerie qui transforme une partie du gaz. Bon, donc il y a ces dommages-là. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte un autre niveau de dommages. Évidemment, tous ces pays ont dû arrêter les puits. Il y a aujourd'hui peut-être 10 à 15% des puits qui continuent de fonctionner, essentiellement des puits saoudiens. Et ça, c'est ce qui explique qu'une petite partie de la production saoudienne continue de sortir, non pas par bateau, mais par oléoduc qui ramène ça vers la mer Rouge. Bon, mais c'est quand même assez faible. Or, quand un puits est arrêté plus de quelques semaines,
Donc, à partir de 6 semaines, 2 mois. Bien. Se produit un phénomène dit de sédimentation. Donc, on a toute une série de produits qui sont avec le pétrole ou avec le gaz, comme de la paraffine, etc., qui commencent à former un bouchon. Et par ailleurs, il faut savoir que le pétrole n'est pas, si vous voulez, c'est pas une nappe de pétrole pure. On a du pétrole sur de l'eau. Et quand on cherche à tirer du pétrole, il faut faire très attention à ne pas trop mélanger l'eau et le pétrole. Bien sûr. Or, par ailleurs, il faut faire de la pression. Donc, comment fait-on de la pression? On réinjecte dans le puits des gaz ou de l'eau. D'ailleurs, il y a les deux techniques qui sont... Tout ceci, évidemment, s'arrête quand on arrête le puits. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas redémarrer un puits comme on dirait, comme on allumerait un commutateur de lumière. On n'est pas dans un système presse-bouton. Et à partir de plus de 4 à 5 semaines, on sait que d'abord, le redémarrage d'un puits prend du temps. Il va falloir nettoyer le puits, il va falloir reprendre toute une série de processus. Donc, il y en a au moins pour 6 mois. Et que ce puits ne donnera pas, quand il se remettra à produire, les mêmes quantités. Il va recommencer à produire à 10-15% de sa capacité, puis progressivement monter. Monter jusqu'où? Et ça, c'est un vrai débat. Il y a des techniciens, enfin, c'est des géologues avec qui j'ai discuté. Bon, le fait que je fasse de temps en temps des papiers dans un journal de professionnels du pétrole qui s'appelle World Oil, qui est basé à Houston, m'a beaucoup aidé. Alors, il y en a qui disent certains puits sont morts. On n'arrivera pas à les redémarrer. D'autres disent c'est plutôt l'exception. On va pouvoir en redémarrer la majorité, mais ils ajoutent, mais on n'obtiendra pas le rendement qu'on avait avant-guerre. Donc, ça veut dire que... J'ai entendu aussi du côté iranien, c'est Donald Trump qui s'est vanté la semaine dernière. Oui. Tout leur... ils ne peuvent plus exporter parce qu'on a un blocus extraordinaire, ce qui, bon, c'est faux, on en a parlé. Donc, ils n'ont pas de capacité de stockage et leurs puits vont exploser, ils vont faire boum. Bon, non, les puits vont être mis à l'arrêt, mais il y aura aussi ce problème. Or, il faut savoir que... Oui, tout à fait. Que la production iranienne fait partie de la production du Golfe. Donc, pour résumer les choses, nous sommes partis sur une période de pénurie qui va durer probablement 18 mois. Et il n'est pas du tout sûr qu'au bout de ces 18 mois, et c'est un minimum, on retrouve les capacités de production que l'on avait avant-guerre. Il est très probable qu'on n'en retrouvera qu'entre 75 et 80%. Et c'est donc sur cette base-là que nous avons, avec mes collègues, que nous avons rédigé cette note. Cette note, elle est basée sur quoi? Sur l'idée que la France, comme globalement les pays européens, sera d'abord touchée par un phénomène d'inflation forte, une inflation qui est actuellement très sous-estimée. Monsieur Villeroy de Galhau, qui pour l'instant le directeur de la Banque de France, on sait qu'il doit démissionner, pour être remplacé par un proche d'Emmanuel Macron par ailleurs. Monsieur Villeroy de Galhau dit 2%. C'est complètement irréaliste. C'est complètement irréaliste parce que le choc énergétique, et je répète, ce n'est qu'une partie du choc, mais en tous les cas, le choc énergétique est le double du choc énergétique que l'on a connu en 2022. Or, la hausse des prix en 2022 était montée jusqu'à 6%. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas dans la même situation. Bien sûr, la hausse de l'inflation avait commencé avant les chocs énergétiques de 2022. Elle avait commencé en réalité en juin 2021. Bon, mais néanmoins, on peut dire aujourd'hui que l'inflation va monter entre 5 et 6% entre la fin de l'année et le début de l'année suivante. Donc c'est important, il faut savoir que nous ne connaîtrons ce choc d'inflation qu'entre fin 2026 et le premier trimestre de 2027. Évidemment, ce choc d'inflation va entraîner
une réduction du revenu réel des ménages. Et à partir de là, on a calculé la baisse de la consommation. Bref, on arrive à l'idée qu'il devrait y avoir une baisse du PIB d'environ 1% pour 2026. Donc une récession. Une récession de 1% et qui devrait se continuer par une récession entre 0,9 ou 0,8% en 2027. Et comme tu le précises à la fin de cet article, tout ça, c'est à conditions constantes telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça peut s'améliorer un petit peu si... Alors, si le gouvernement prenait des mesures de protection, ou par exemple si l'Europe prenait des mesures de protection, ce qui, d'une certaine manière, équivaudrait au même, effectivement, et de protection des revenus. Parce que c'est ça qui est très important. En réalité, il y a deux catégories d'acteurs qui ont besoin de protection. Les acteurs aux revenus les plus faibles, parce que, d'une certaine manière, pour les acteurs les plus riches, on peut penser qu'ils peuvent désépargner un peu. Le taux d'épargne français est monté à des niveaux extrêmement importants, donc qu'il y ait un petit peu de désépargne là, ça ne pose pas de problème. Et évidemment, je dirais pour les gens dont le revenu est sous les 2500 € par mois, oui, il y a un besoin de protection. Et puis, il y a les entreprises. Il faut protéger les entreprises, et en particulier toutes les entreprises qui sont de grosses consommatrices d'énergie ou de produits dérivés du pétrole, hein, donc par exemple les agriculteurs, etc. Et là, je pense que la protection ne doit pas simplement s'appliquer aux PME. Bien sûr, les PME et les TPE peuvent avoir un statut peut-être un petit peu particulier, mais il faut globalement protéger toutes les entreprises. Alors ça voudrait dire que il y ait déjà la discussion d'une loi, parce que ça doit passer par une loi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a évoqué dans le papier la possibilité qu'au 3e trimestre, on ait des mesures de précaution, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Et puis, au pire, ça peut évoluer au Et pire. le pire aussi. Et voilà. Et le pire, c'est une reprise de la guerre ouverte. Et c'est aussi des conditions climatiques dont on ne peut pas savoir. Par exemple, il y a toujours le phénomène de ce courant marin, El Niño, en Amérique latine, dont on sait qu'il affecte globalement le climat sur l'ensemble des deux Amériques. C'est vraiment un phénomène extrêmement important. Bon, admettons qu'on ait un mauvais Niño, donc que l'on ait des phénomènes de sécheresse et des amplitudes de température importantes, ça va évidemment fragiliser une agriculture, mais non seulement aux États-Unis et au Canada, mais aussi en Amérique latine, et ça va la fragiliser au moment où elle aura beaucoup moins d'engrais. Preuve de cette pénurie d'engrais, les États-Unis ont doublé leurs achats à la Russie d'engrais. Comme par hasard, les États-Unis n'avaient pas mis de sanctions sur les engrais russes, mais ils ont bien eu raison. Sur l'uranium. Voilà. Il faut rappeler à nos amis de Bruxelles. Voilà. En quoi ils avaient eu parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est Biden qui l'avait dit. Ah ben, vous voulez quand même pas que je sacrifie complètement l'agriculture américaine. Bon. Par contre, vous, Européens, oui. Ça, ils n'ont jamais exigé des Européens des sanctions sur les engrais, parce qu'ils savaient très bien qu'eux-mêmes en achetaient beaucoup. Bon, donc on a ça, mais globalement, la Russie ne peut pas produire suffisamment d'engrais pour l'ensemble de la demande mondiale, hein, qui est très importante, et donc on peut penser que, au pire, on pourrait avoir la conjonction du manque, de la pénurie d'engrais, plus de conditions climatiques problématiques, et donc ça pourrait impliquer globalement une baisse de l'ordre de 20 à 30% de la production agricole mondiale. Il faut savoir qu'une baisse de ce niveau-là, c'est extrêmement important. Alors d'abord, rarement vu. On a rarement vu. On a vu des variations de l'ordre de 10 à 15%. Hein. Bon, mais 20, 30, non. Là, c'est autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y aura des hausses de prix.
mais il y aura aussi des disettes. On ne pense pas à des famines, mais après tout, on sait très bien que les famines ne sont que très rarement liées à des problèmes de pénurie absolue. C'est beaucoup plus des problèmes de distribution. C'est des problèmes de revenus qui impliquent des famines. Donc, on ne peut pas exclure des famines en Amérique latine, enfin, disons, des poches de famines en Amérique latine, mais aussi en Asie, dans les pays les plus pauvres de l'Asie, ceux qui sont sur l'océan Indien ou un petit peu plus à l'est, c'était essentiellement le Bangladesh, un des pays les plus pauvres de la planète, le Sri Lanka, qui est aussi un pays pauvre, mais il y a aussi les Philippines. On l'oublie très souvent, mais les Philippines sont un pays très pauvre. Et les Philippines sont très dépendantes de la production de riz qui se fait en Thaïlande et au Vietnam. Or, cette production est déjà en partie compromise par le manque d'engrais. Donc, même si la Thaïlande a passé un gros accord avec la Russie, tout à fait, en termes de durée pour que ce soit pas la catastrophe totale. Et exactement, même chose pour le Vietnam. Le Vietnam est en train d'acheter massivement. Et je dis voilà, si on a tous ces pays qui commencent à acheter avec les États-Unis, qui commencent à acheter des engrais russes, la Russie ne pourra pas fournir tout le monde. Hein. Et il faut rappeler que la pénurie d'engrais, enfin la diminution de l'offre d'engrais, il vaut mieux utiliser ça, la diminution de l'offre d'engrais au niveau mondial va être probablement de l'ordre de 30%. La Russie peut fournir 5 à 6%. Et donc, il va rester 20, un gros trou. Voilà, il va rester un très gros trou. D'ailleurs, tu le rappelais dans cet article, parce que certains essaient de minimiser ou d'enjoliver les choses, en particulier, comme tu l'as dit, le gouvernement ou les instances comme la Banque de France ou à Bruxelles. Mais c'est la même chose qu'a dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. C'est pire que 1973 et 2022. D'ailleurs, dans l'article, tu dis le choc est de 12,1%. Il était de 4 en 1973. Et pourtant, ça a duré. Non, en 1973, il était de 9%. Il manquait 5 millions de barils jour sur une consommation totale de 55. Là, actuellement, il manque 12 millions de barils jour, mais sur une consommation de 100, de 99. Bon. Donc, on est à peu près dans les mêmes proportions. Mais évidemment, c'était uniquement, je dirais, un manque de pétrole. Par ailleurs, les industries chimiques fonctionnaient toujours. Oui, et puis le robinet était tourné. Oh, tout à fait. Et il suffisait. Des tours, là, c'est cassé, là, comme tu l'as dit. Tout à fait. Donc, on est sur une situation qui est nettement plus grave. Et je signale qu'il y a les dirigeants de plusieurs grandes firmes pétrolières américaines, ExxonMobil, Esso, américano-britannique, qui annoncent d'ores et déjà des phénomènes de pénurie absolue pour toute une série de produits pétroliers. Donc ça veut dire qu'ils sont, eux, extrêmement inquiets. Là, tu l'as dit, donc récession 1,1% pour 2026 pour le moment, un peu moins 0,9% pour 2027, 6,5%, enfin entre 5 et 6,5% d'inflation, ce qui est colossal, sur des Français qui en moyenne ont des problèmes déjà sévères, qui ont déjà subi des inflations précédentes, et un demi-million de chômeurs en plus en catégorie A. C'est probable. C'est probable. Là, on n'a pas poussé les calculs profondément, donc je ne m'engagerai pas de la même manière sur ce chiffre, mais c'est effectivement quelque chose de probable. Et là-dessus pourrait s'ajouter un phénomène. Aux États-Unis, en 1973, Nixon avait fait promulguer une loi, enfin le Congrès a promulgué une loi qui permettait de sortir le marché pétrolier intérieur du marché mondial et d'utiliser le pétrole, la production de pétrole américain pour faire baisser le prix du gallon. Parce que là-bas, ils sont bizarres, hein, c'est des gallons, donc c'est 3,5 litres. C'est un machin étrange. Est-ce que les États-Unis pourraient refaire ça, soit en utilisant les outils qu'ils ont, soit en refaisant une nouvelle loi, parce qu'elle n'est plus utilisable celle-ci, de 73, pour faire utiliser leur production pour baisser les coûts pour les Américains,
en particulier en vue des élections de mi-mandat de novembre, parce que ça tiraille beaucoup apparemment, en particulier dans la population MAGA. Et s'il le faisait, est-ce que ça amplifierait encore les effets sur l'économie mondiale, puisque ça serait du pétrole qui serait là non plus... qui serait retiré de facto de l'offre mondiale. De l'offre mondiale. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la situation juridique a beaucoup changé depuis 1973. Il y avait, au XXe siècle, disons, une loi qui interdisait ou qui restreignait très fortement les exportations américaines de pétrole. Cette loi a été abolie au moment où les États-Unis ont commencé à développer leur capacité de production de pétrole de schiste et de gaz de schiste d'ailleurs, ça va de pair. Bon. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Mais on revient à cette question de la qualité des pétroles. Les États-Unis ont plus qu'assez de pétrole pour faire du carburant. Mais leurs raffineries sont construites pour traiter le pétrole lourd qui vient du Golfe. Or, c'est ce pétrole lourd qui, évidemment, est en pénurie. Alors là, pour le coup, sur cette qualité de pétrole, on n'est pas à 10% ou 12% de pénurie, on est plutôt autour de 30%, voire de 40%. Bon. Donc, c'est là où se pose l'essentiel du problème. Bien sûr, les États-Unis pourraient, en théorie, importer du pétrole du Venezuela. Le problème, parce que ce pétrole du Venezuela correspond aux qualités qui sont traitées par les raffineries américaines. Mais utile pour la pétrochimie, donc. Voilà, du pétrole pour pétrochimistes. Mais en raison des sanctions, il n'y a plus aujourd'hui qu'un tiers des puits de pétrole qui soient opérationnels au Venezuela. Un tiers. Bien. Donc, ce qui veut dire que si les États-Unis veulent que le Venezuela augmente sa production dans des proportions quand même considérables, ils devront attendre le temps qu'il faut pour forer de nouveaux puits, au minimum 1 an, probablement 2, voire plus. Donc, disons, il n'y a pas de solution à court terme. Et tous les gens qui disent « les États-Unis s'en fichent, ils sont autosuffisants », oublient cette question-là. Et je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Le pétrole homogène n'existe pas. Nous avons des catégories de pétrole qui vont du plus léger, par exemple le pétrole américain, ou une partie du pétrole irakien. Le pétrole de Kirkouk, par exemple, c'était un ingénieur de Total qui me l'avait raconté, on peut le ramasser avec un godet et on le met directement dans le réservoir de son 4x4 qui fonctionne au diesel et ça tourne. Donc c'est un pétrole qu'il ne faut pratiquement pas, enfin si pour faire de l'essence, mais disons pour faire du carburant diesel, il suffit quasiment. Bon. Et puis d'un autre côté, on a un pétrole lourd avec beaucoup de soufre qui est produit en Arabie Saoudite. Alors, c'est ce qu'on appelle un pétrole très impur, mais ce sont ces impuretés même qui intéressent les chimistes, parce que c'est à partir de là qu'ils transforment. Donc, il faut faire très, très, très attention. Le fait que la pénurie, actuellement, se concentre sur certaines qualités, si elle était distribuée également sur toutes les qualités, elle aurait beaucoup moins d'impact. Le fait qu'elle se concentre sur certaines qualités est un problème très particulier dans cette crise. Alors, on a dit, tu l'as écrit, tout ça, c'est si les choses ne s'aggravent pas, si le conflit ne reprend pas. Toi, comment vois-tu la situation ? Les Iraniens ont l'air tout à fait stables sur leur position, c'est-à-dire qu'ils exigent de facto un contrôle sur le détroit d'Ormuz. Peut-être qu'ils visent une situation comme la Turquie après la Première Guerre mondiale, qui a obtenu la Convention de Montreux, c'est ça. La Convention de Montreux, donc le contrôle des détroits, peut-être. Une levée des sanctions, une réparation des dégâts subis, et qu'on ne l'embête plus sur le nucléaire civil. Bon, beaucoup d'exigences totalement contradictoires. Évidemment, rien sur le
sur les missiles. Mhm. En face, les Américains, en tout cas par la bouche de Trump, semblent dans une position totalement schizophrénique, puisqu'on a parfois en une heure 2-3 déclarations complètement contradictoires entre la guerre est gagnée, on exige la capitulation, on va raser l'Iran. 2 heures après, on a presque un accord qui est établi, demain c'est signé, puis on annule les négociations, puis on revient aux négociations, puis on va vous détruire, puis bon, on fait une opération de libération du golfe, du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, on a appris ce matin, les Saoudiens sont furieux et ne veulent plus que la base de Prince Sultan soit utilisée. Oui. Ce qui est quand même une formation colossale. Et en même temps, on sait que les Israéliens, en particulier quand on écoute les ministres très très extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, eux n'attendent que le bouton pour appuyer. Les forces aériennes sont prêtes, c'est répété en boucle dans les médias israéliens. Est-ce que tu penses que tout le monde va réussir à se calmer ou que ça va repartir? Alors, il y a 2 choses qu'il faut dire avant d'aborder le fond du problème. Premièrement, il y a maintenant une diffusion de photos satellitaires qui permettent de dire que les tirs iraniens sur les bases américaines ont été beaucoup plus efficaces que ce que l'on pensait au départ. Les gros articles dans le New York Times, Tout à fait. CNBC. Tout à fait. Et donc, bon, avec des images. On voit qu'il y a eu de grosses destructions. On savait qu'il y avait eu des destructions importantes sur la base saoudienne. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Saoudiens disent aux Américains, maintenant vous ne l'utilisez plus parce que ça a bien cassé des choses. Bon, ça c'est un premier point. Bon. Donc ça veut dire que les Américains savent qu'ils sont vulnérables. Deuxième point. Dans ces déclarations de Trump, je crains qu'il y ait aussi une volonté de provoquer des délits d'initiés dont soit la famille de Trump, soit les amis de Trump profitent. Par exemple, les États-Unis devaient acheter, enfin, pas les États-Unis, une compagnie américaine liée à Trump devait acheter une grosse quantité de pétrole pour, à peu de choses près, 2,5 milliards de dollars. On était au plus haut. Trump fait cette déclaration sur « mais non, on est en train de s'entendre, il nous supplie de négocier, vous allez voir, on va s'entendre vite ». Le prix des futurs du pétrole baisse de 25 dollars. Et une fois la transaction ayant eu lieu, Trump reprend ses déclarations bellicistes. Donc, je suis désolé, mais très clairement, on ne peut pas exclure que dans la logique discursive de Trump, il y ait aussi cette décision délibérée de provoquer du délit d'initié dont lui ou ses amis profiteront. Et il faut savoir que la présidence de Trump a été marquée par un enrichissement personnel de Trump considérable. C'est ce que les chiffres sont sortis, enfin, Oui. les estimations, Oui. passaient de 2,3 milliards à 6 et quelques. Tout à fait. Donc, quasiment plus 4 milliards. Oui, tout à fait. Il a quasiment triplé. C'est une année rentable. Oui, tout à fait. Donc il y a ça qu'il faut. Mais bon, il est quand même président des États-Unis, il n'est pas juste broker. C'est un trader. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est l'idée de rouvrir par la force le Golfe ne tient pas. Ils ont tenté, ça a marché pour un convoi de 2 bateaux civils escortés par 2 bateaux militaires et toute une armada d'avions, donc avec un coût absolument extraordinaire. Quand ils ont cher le conteneur. Voilà, ça fait cher le conteneur. Et quand ils ont voulu retenter avec le bateau de la CMA CGM, il s'est pris un missile. Donc, ils ont dit, on le fait plus. Donc, ils ont abandonné cette idée. Le problème, c'est que pour Trump, je mets de côté la question des Israéliens qui me semble aujourd'hui être une force quasiment indépendante. Pour Trump, le problème est le suivant. S'il veut réellement
libérer le détroit. Il est obligé d'engager des forces considérables qui sont au-delà des forces qui existent actuellement. Parce qu'une libération du détroit impliquerait un contrôle des côtes iraniennes, donc un débarquement limité, bien sûr. Il ne s'agit pas d'envahir tout l'Iran, mais il s'agit de nettoyer avec des troupes au sol environ une centaine de kilomètres de côte. Donc, ça veut dire déployer au minimum 50 000 hommes de troupes. Je ne dis pas, évidemment, il y a déjà 50 000 Américains, mais ce sont des Américains qui sont essentiellement des forces de soutien. Des forces de soutien ou des forces qui sont liées à l'électronique, bon, etc. Donc, il faudrait au minimum 50 000 soldats, probablement plus. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que les États-Unis montent autour de 120, 130 000. C'est énorme et c'est très supérieur à ce qu'ils ont actuellement. Par ailleurs, ils devraient maintenir... monter à 180 000 pour la deuxième guerre d'Irak. Oui, tout à fait. Et encore, hors troupes mercenaires qui ont beaucoup servi, et ça leur a mis 6 mois. Oui, ça leur a mis 6 mois. L'effort considérable, c'est avec des bases fonctionnelles. Oui, avec des bases fonctionnelles sur place. Or là, actuellement, ils ne peuvent plus se servir de leurs bases dans le Golfe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui exigerait d'abord du temps et, alors là, pour le coup, une déclaration au Congrès avec un vote du Congrès, de déclencher une véritable guerre avec une forme de mobilisation aux États-Unis. Bon, c'est de l'ordre du délire, c'est chaud, si on est d'accord. On va dire que c'est excessivement peu probable parce que le coût politique serait exorbitant pour Trump et pour les républicains. Et puis là, tous vos calculs, ce serait tout faux, un peu multiplié par 3. Ah bah oui, là, on ne sait plus... Terra incognita. Voilà, on ne sait plus où on va. Bon, donc, je ne pense pas qu'il le fasse. Ce dont il a besoin, parce que il est clairement en train de reculer sur cette question, c'est d'avoir suffisamment d'éléments pour construire un narratif de « on a gagné ». On dit qu'on a perdu, mais non, en réalité, on a gagné. Bien. Je ne suis pas d'ailleurs entièrement persuadé que les Iraniens ne l'ont pas compris et ne soient pas prêts à lui donner les éléments de ce narratif. Car ce qui intéresse les Iraniens, eux, c'est la réalité et c'est pas ce que va dire Trump. Bon. D'ailleurs, Marco Rubio, hier, donc le ministre des Affaires étrangères américain, a fait une annonce un petit peu délirante pour les gens qui suivent un tout petit, ne serait-ce qu'un peu. Il a dit quasiment l'objectif de guerre consiste à rendre le détroit d'Ormuz circulable comme il l'était le 27 février, avant le début du conflit, ce qui sonne quand même comme une terrible défaite. Mais bon, ça peut être emballé aux États-Unis. Voilà, et on abandonne. Bon. Et donc, pour rendre le détroit d'Ormuz navigable, il faut une chose. C'est le minimum qu'exigent les Iraniens. C'est d'abord l'annonce de la fin du blocus des ports iraniens. C'est-à-dire que s'il y a liberté de circulation, elle doit s'appliquer à tous. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un accord de non-agression. Ça, c'est déjà un petit peu plus complexe. Donc, on est dans cette situation-là. Et puis, ils sont un peu vicieux, parce que comme ils comprennent bien la politique américaine, ils veulent pas d'un accord qui n'est validé que par l'exécutif. Oui, tout à fait. Ils se sont fait avoir sur les accords de nucléaire. JCPOA. Était signé par Barack Obama, mais pas par le Congrès, ce qui fait que Trump a pu le déchirer. Tout à fait. Ils veulent que le Congrès signe. Or, le Congrès est quand même un peu va-t-en-guerre. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, il se rappelle historiquement comment avait évolué le traité de Versailles, la non-ratification par le Congrès américain de la Société des Nations, bon, etc., etc. Alors, ce sont des gens qui ont de la mémoire et qui connaissent bien leur histoire. Qui travaillent bien. Tout à fait. Donc, il est clair qu'ils demanderont des garanties solides. Ça, c'est un premier. D'autant plus que leur ministre des Affaires étrangères, M. Araghchi, a fait une tournée importante, en Russie, soutien complet de la Russie,
formulée comme telle. Oui. Et là, en Chine, soutien complet de la Chine. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, la position chinoise, c'est de dire, ce sont les États-Unis qui sont responsables de ce qui se passe dans le Golfe. Donc, c'est à vous de régler cette question. Vous n'avez pas à faire porter la responsabilité sur l'Iran. Ajoutons, bon, je pense que c'est pour le folklore, le fait que le dirigeant coréen a dit qu'il était prêt à donner des missiles, des ICBM, à l'Iran. Bien. Et ce qui est une manière aussi de dire, si on peut donner des ICBM, pourquoi ne donnerait-on pas une ou deux armes atomiques non plus? Donc voilà, il y a dans ce folklore, malgré tout, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et là aussi, on est face à des gens qui font de la véritable diplomatie. Bien. Donc, on a cette évolution. Et donc, je pense que effectivement, Trump est dans... Enfin, quand je dis Trump, ce n'est pas vrai, hein, c'est la direction qui est avec lui, hein, parce qu'il n'est plus le seul à prendre des décisions. Et il a l'air d'être le seul à faire des tweets bizarres. Oui, mais je dirais, une partie de ces tweets ne sont pas si bizarres que cela, si on prend l'hypothèse économique du délit d'initié. Bien. Globalement, ils sont devant cette position. Recommencer des bombardements pour montrer leur détermination à agir. Bah, vu ce qu'ils ont déjà bombardé, ils n'ont pas tellement besoin de reprendre. Mais par ailleurs, on ne voit pas ce que ces bombardements provoqueraient de nouveau. Bien sûr, ils peuvent attaquer la totalité des infrastructures civiles. Les Iraniens ont toujours dit que face à cette éventualité, eux, ils bombarderaient les centres de désalinisation de l'eau dans le Golfe. Autrement dit, ils condamnent la population du Golfe à mourir de soif ou à être évacuée. Et ça provoque un chaos absolument indescriptible dans l'économie de ces pays. Donc, on est en réalité sur une dissuasion. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En plus, là, on rentre dans une période qui est infernale. Ah oui, tout à fait. Et moi, j'y suis allé à cette époque de l'année, en juin-juillet, dans le Golfe, il y a longtemps. C'est horrible. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment très, très chaud. Ah oui, on perd vite de l'eau. Oui, on est sur des températures qui, à l'ombre, sont de l'ordre de 40-45 degrés. Hein. Oui, c'est ça. C'est grosso modo les mêmes températures que l'on avait en Afrique du Nord. On se rappelle tous cette image qu'on a tous vue de tankistes allemands qui font cuire un œuf au plat sur le tank. Ils cassent l'œuf, et ça cuit littéralement sur le blindage. Bon. Donc, oui, c'est... Moi, j'ai fait 14 litres d'eau voilà, sans aller aux toilettes. Voilà, c'est pas possible. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a un vrai problème de déshydratation. Bon, donc, on a ça. Maintenant, il faut dire qu'on a deux autres types de dangers pour le Golfe. Bon, d'abord, il y a la politique israélienne. Oui. Les Israéliens qui ont été réarmés, mais réarmés non pas en aviation, réarmés en moyens terrestres par les États-Unis, caresse toujours l'idée de finir de casser l'Iran. Et puis après tout, ce qui arrivera dans le Golfe, c'est pas notre problème. On s'en désintéresse. Les Arabes. Bon. Donc, c'est une possibilité. Et ça pose la question du contrôle que les États-Unis exercent désormais sur la politique israélienne. Je me permets de pas de couper, mais de rajouter, dans ton sens, les combats au sud Liban continuent, même assez sérieusement. Et on a sorti un papier hier sur... on en a pas assez peu parlé dans nos médias en général, mais Israël a fait une opération de piraterie à 700 km de ses côtes. Oui, de ses côtes, en Crète, pour arrêter des gens en haute mer, en eau internationale, de la Smooth Flotilla. On en pense ce qu'on veut de cette aide, mais bon, enfin, et des militants qui veulent aider les Gazaouis, mais ils les ont arrêtés piraterie, juste, enfin, il n'y a pas d'autres mots. Silence un peu gêné à part Madame Meloni et les Espagnols, personne n'a trop rien dit. Ça montre en tout cas la détermination du gouvernement israélien d'aller loin. Absolument. Ils auraient pu d'ailleurs attendre que cette flottille arrive aux 200 km
aux eaux territoriales étendues, enfin la zone d'intérêt exclusive. Bon, on a fait OK. Bien. Après, on a un autre problème. On a la crise actuelle entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Oman. Les Émirats Arabes Unis ont décidé de sortir de l'OPEC. Mais on voit bien qu'ils tentent une opération particulière, c'est-à-dire eux considèrent que l'on va rester dans cette situation de ni paix ni guerre pour plusieurs mois. Ils disposent d'un oléoduc qui leur permet de contrôler le détroit d'Ormuz. Et ils se disent, c'est le moment de se faire un maximum d'argent. Donc, on sort de l'OPEP, on compte sur cet oléoduc pour vendre du pétrole en n'étant pas bloqué par le détroit. Bien. C'est très mal perçu par deux puissances dans la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui se retrouvent à avoir exactement le même intérêt de faire rentrer dans leur rang les Émirats Arabes Unis. C'est intéressant, c'est qu'on voit que dans le cadre d'une guerre où, d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite marchait en partie avec les Américains contre l'Iran, il se découvre un intérêt commun avec l'Iran pour remettre dans le rang les Émirats Arabes Unis. Et là, on voit qu'il y a des tirs sur les Émirats, des tirs de drones, etc. Émirats qui d'ailleurs sont normalement liés à la France par un accord de défense, qui est important, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Les Iraniens disent « c'est pas nous ». Alors, il ne faut pas les prendre au mot, parce que ça peut très bien être une décision locale et pas une décision centrale. Hein. Compte tenu de la structure décentralisée de la défense iranienne, il n'est pas du tout impossible que ce soit un dirigeant local qui ait décidé de tirer sur... Ça peut même être un tir iranien et un accord dans le cadre des négociations compliquées avec les États-Unis pour dire, écoute, vous dites que c'est pas vous, comme ça, on... Tout à fait. On se retrouve dans une situation très embarrassante. Mais il y a une autre possibilité. C'est que les Iraniens ont tout à fait raison. C'est pas eux. Mais alors, c'est qui? Il y a que les Saoudiens. Les Saoudiens qui viennent de passer un accord avec les Houthis, qui viennent d'une certaine manière de stabiliser la situation, enfin leur situation, avec les Houthis. Donc, on voit qu'il y a des mouvements diplomatiques qui, à l'évidence, échappent complètement à la compréhension des États-Unis. Bon, mais qui sont en train de reconfigurer ça. Pourquoi? Parce que les Saoudiens, ils ont pris acte de ce qu'il faut bien appeler une victoire iranienne. Alors bien sûr, c'est une victoire à la Pyrrhus. Bien sûr, c'est une victoire qui est payée par des destructions extrêmement importantes. Mais ça reste néanmoins une victoire. Les États-Unis ne sont pas en mesure aujourd'hui d'aller au-delà. Donc c'est ça la situation que l'on a. Certes, victoire à la Pyrrhus pour les Iraniens, mais victoire quand même des BRICS, derrière victoire de la Chine, victoire... et problème de ce que disait Zbigniew Brzezinski, c'est consolidation de l'alliance irano-russo-chinoise, qui est un cauchemar. Tout à fait. C'est les Américains, si c'est acté de cette manière, perte-pied de facto dans le Golfe. Tout à fait. Avec effectivement, et ce point, tu as raison de le préciser, la Chine, pour la première fois, vient de dire aux sociétés chinoises, ne respectez pas la loi américaine. Mais aujourd'hui, toutes les sociétés qui veulent commercer avec la Chine, donc aussi les sociétés occidentales, les sociétés européennes, dans l'alternative suivante. Ou vous suivez la loi américaine et vous êtes condamné par la loi chinoise, ou vous suivez la loi chinoise, mais vous êtes condamné par la loi américaine, en particulier avec le problème de l'extraterritorialité du dollar, auquel les Chinois disent, si c'est comme cela, utilisez le yuan. Je souris parce que je pense à certaines personnes qui sont dans le compliance des grandes entreprises, qui en général ne travaillent pas beaucoup, en fonction assez une sinécure. Ils doivent être bien embêtés. C'est quelle loi respecter? Mon Dieu, comment faire? Ils ont du business avec la Chine et les États-Unis. Tout à fait. Parce que ça veut dire que n'importe quand, si les États-Unis, ça leur passe par la tête, mais là, vous avez
continuer à travailler avec des banques chinoises ou Tout à fait. chinoises qui n'ont pas respecté les règles que nous avons imposées. Donc, vous ne les avez pas respectées vous-même. Tout à fait. Donc voilà, on a là-dessus, et donc on voit bien que est en train de monter un affrontement. Alors, personne n'a intérêt à le mettre, je dirais, en tête de gondole. La Chine et la Russie n'ont pas intérêt à dire nous sommes dans un affrontement. Les États-Unis n'ont pas intérêt non plus à le dire, mais il est très clair qu'on est dans une logique d'affrontement extrêmement important. Ce qui remet tout à fait, je dirais, au premier plan, ce qui avait été discuté lors du sommet de Kazan, c'est-à-dire la monnaie de transaction des BRICS. Je signale d'ailleurs que dans le séminaire franco-russe qui aura lieu, comme tous les ans, depuis 1991, je me permets un petit coup de pub pour cette opération, mais qui est une opération quand même très importante, qui aura lieu au début du mois de juillet. Nous avons un collègue qui s'avère être l'ancien président de la Banque centrale de Bulgarie et un de ses étudiants qui vont nous faire un papier sur la monnaie de transaction des BRICS. Donc voilà, on va beaucoup traiter évidemment des conséquences économiques. Donc c'est ça, pas juste une plateforme d'échange, parce qu'à l'époque, au moment du sommet de Kazan, c'était plutôt. On parlait d'une plateforme pour compenser les différences de cours des monnaies nationales. Mais là, on parle d'une monnaie. Tout à fait. Un peu comme à l'époque, on parlait dans l'Union européenne de conservation des monnaies nationales. De l'écu. De l'écu. De l'écu, tout à fait. Tout à fait. Et là, il s'agirait d'une monnaie de transaction. Donc pas d'une monnaie de réserve, naturellement, d'une monnaie de transaction. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train d'évoluer. C'est évidemment extrêmement intéressant. C'est un accélérateur, en fait. Et les Américains ont réussi à accélérer. Tout à fait. La guerre en Ukraine a déjà été un accélérateur de construction des BRICS. Là, c'est un nouvel accélérateur. C'est sidérant. En fait. On est tout à fait dans cette situation. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, l'ensemble des règles commerciales et financières sur lesquelles on avait construit la globalisation à partir de la fin des années 90, bon, eh bien, toutes ces règles n'ont plus cours. Évidemment qu'il faudra des règles. Je ne dis pas qu'une situation sans règles soit une bonne situation. Il faut avoir un niveau minimum de règles pour pouvoir continuer à commercer ensemble, et on sait bien que ce commerce sera nécessaire. Bon. Mais actuellement, nous n'avons plus de règles, et la seule puissance qui soit porteuse de nouvelles règles, ce sont les BRICS. Et donc ça, c'est effectivement un changement tout à fait fondamental. Je souriais parce que je pensais à quelqu'un qui avait anticipé les choses, qui avait écrit un livre sur la démondialisation. On se demande qui c'est. Je crois que c'est certains, j'accepte. Mais c'est intéressant de remettre en perspective et de voir que c'était tout à fait une vraie vision. Tout à fait. Et ce qui est important, parce que tu l'as pu bien me le dire, c'est la rupture des règles de la mondialisation de l'Occident. Tout à fait. Parce que les BRICS, ça fonctionne très bien. Merci, Madame la Marquise. D'ailleurs, comme on l'avait dit, il y a peu de journalistes européens, c'est très étonnant, à part un correspondant de Die Welt, lors du sommet des BRICS de Rio, mais Madame Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de Développement, a annoncé le grand projet interétatique, ce sera la mise en place de câbles sous-marins qui vont relier les États BRICS sous l'eau. Donc c'est contournement même physique complet de l'Occident et du système financier occidental. Donc les règles vont exister ailleurs. Tout à fait. Nous, on ne peut pas sortir de ça. Enfin, on ne peut pas être hors règle. Tout à fait. On ne peut pas dire hors règle. Donc, on va construire d'autres règles. On va construire un système qui sera à la fois l'équivalent, mais aussi supérieur à SWIFT. Je dois dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui plaident pour une modernisation de SWIFT, qui est le système qui est utilisé, mais qui est aujourd'hui très critiqué à la fois pour sa lenteur, pour son manque de sécurité, etc. Les Chinois proposent leur système, qui est un système qui est beaucoup plus avancé techniquement, et il y aura très certainement une forme de ralliement
de l'ensemble des pays des BRICS autour du système chinois. Il nous reste encore un peu de temps et je voudrais aborder quand même la question russe et la guerre en Ukraine qui continue, qui va visiblement se développer. Les tensions sont extrêmes puisque Lavrov a utilisé des mots sérieux la semaine dernière en disant nous sommes en guerre avec l'OTAN. Jusqu'à maintenant, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, il avait dit nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus en paix. C'était une forme un peu chinoise de voilà. Entre deux, là, nous sommes en guerre. C'est un autre. Et apparemment, les attaques coordonnées l'année dernière sur un des piliers des dissuasions nucléaires russes, à savoir les bombardiers stratégiques, les attaques de missiles sur Bryansk, l'attaque sur la maison de Vladimir Poutine à Valdai au moment des émeutes en Iran. Et là maintenant, les attaques coordonnées de dessins de drones sur des raffineries et les destructions de raffineries, en tout cas des gros dommages sur certaines raffineries, font que le ton monte à Moscou et que Poutine est critiqué. Alors, est-ce que ces destructions de raffineries peuvent causer, pour le coup, des dommages à l'économie russe? Parce que l'économie russe est au bord d'effondrement, encore une fois, comme tous les mois. Donc, voilà, je te l'annonce. Et toi qui connais un petit peu, est-ce qu'elle est au bord d'effondrement? Est-ce que ça va avoir un effet, ces attaques, y compris sur le pétrole que la Russie pourrait ou ne pas envoyer, vu que c'est bloqué dans le Golfe? Et 2, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus grave entre l'Union européenne et la Russie? Alors, sur les attaques de raffinerie, on ne voit un effet sur les exportations de pétrole qu'au mois de mars. Et c'est un effet très réduit, c'est un effet de l'ordre de 3%. On est aujourd'hui avril et début mai avec des niveaux d'exportation qui sont très supérieurs au mois de mars. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dommages qui ont été faits aux raffineries sont essentiellement des dommages qui sont faits aux capacités de stockage. Ça, oui, voilà, on a détruit des réservoirs, etc. Bon. La seule raffinerie qui semble avoir été réellement endommagée, c'est la raffinerie de Tuapse, sur la mer Noire. C'est un port sur la mer Noire. Ce qui est un choc politique en Russie, faut quand même... Oui, tout à fait, parce que là, Vladimir Poutine prend la responsabilité. Voilà, de facto, c'est sa responsabilité. Voilà, donc là, il semble effectivement qu'une partie des installations industrielles, pas des installations de stockage, des installations industrielles, aient été touchées. Bon, mais ça ne limite pas, loin de là, les capacités d'exploitation. Alors, rapidement, sur la situation économique de la Russie, ils ont eu 2 mauvais mois où ils ont été effectivement en récession, janvier et février. Alors, je le répète, c'est toujours la politique de la Banque centrale qui est en cause, mais qui a été aggravée là par des conditions climatiques très particulières. Je rappelle qu'en janvier, il y a eu les chutes de neige les plus importantes depuis 20 ans. En Russie. Moscou a été littéralement enseveli sous la neige. Oui, tout le monde a vu les images délirantes comme Kamchatka. Oui, bon, c'est des choses assez exceptionnelles. Et au mois de mars, la production a repris. Donc, ce qui fait que on est sur un trimestre de stagnation. Donc, ils ont récupéré la perte qu'il y avait eu sur janvier-février. Et pour ce qui est de la production industrielle, on est en réalité avec une légère progression. La progression étant, elle, très nette au mois de mars. Hausse de la production, à la fois, et c'est un point important, à la fois dans l'industrie manufacturière, bon, c'est classique, mais aussi dans l'industrie des matières premières, dans l'industrie extractive, et on voit bien que c'est pas simplement le pétrole et le gaz, il y a aussi une hausse pour différents minerais. Donc, ce qui veut dire que la demande extérieure
pour du minerai de fer, de la bauxite, etc., augmente. Bon. Pour ce qui est de la dimension financière, alors oui, la Russie est en déficit, enfin le budget est en déficit, comme il est tous les ans au premier et au deuxième trimestre. Je rappelle qu'il existe en Russie, mais ça existe aussi en France, ça existe en réalité dans tous les pays, ce qu'on appelle un cycle annuel des dépenses publiques. Globalement, les dépenses sont assez régulières, mais les rentrées de revenus, elles, sont irrégulières. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement des périodes de l'année où on est structurellement en déficit et des périodes de l'année où on est structurellement en excédent. Bon, c'est quelque chose, mais qui existe depuis des siècles, en réalité. Et on se rappelle qu'en France, pendant très longtemps, la période où on faisait les paiements, c'était la Saint-Michel. C'était le moment où on avait fait les récoltes. Bon, donc, c'est quelque chose qui existe et qui, là, est particulièrement marqué parce que, par ailleurs, le budget sera en déficit. Je l'ai dit, il y aura un déficit de l'ordre de 3,5%. Normalement, voilà, c'est ce qui était prévu. Maintenant, avec les rentrées supplémentaires de recettes qui sont liées à la hausse des prix du pétrole et du gaz et des autres matériaux, Les engrais, les engrais, l'aluminium, bon, etc., le déficit pourrait être nettement réduit. Donc, on a ça. Dernier point qui est un point absolument hilarant. On dit la popularité de Vladimir Poutine a dramatiquement baissé. Alors, il faut regarder les chiffres. Oui, on est passé de 79% à 73% de gens qui sont favorables à la politique du gouvernement et du président. On a une baisse de 6%. Bien. Mais on est quand même à 73% de gens qui sont satisfaits. Donc, il faut là un petit peu raison garder. C'est vrai qu'il y a dans certains milieux, en particulier des milieux d'entrepreneurs ou des milieux, je dirais, de la bourgeoisie moscovite, un mécontentement qui est essentiellement lié aux mesures qui sont prises sur Internet. Alors, on touche deux choses. On touche à la fois à des sources de revenus pour toute une série d'entreprises. Il faut savoir que la digitalisation de l'économie russe est très en avance par rapport à la digitalisation de l'économie française. Bon. Et donc, effectivement, les mesures de contrôle, mais aussi des ruptures d'Internet pour éviter le ciblage par des drones ukrainiens, ce qui arrive assez régulièrement, mais qui est très limité à certains quartiers, voire même à des sous-quartiers. Oui, ça dérange les entrepreneurs. Bon. Et puis, il y a globalement le fait que dans une population qui utilise beaucoup Internet, on dit, mais pourquoi veut-on contrôler ? Le fond du problème, c'est la volonté du gouvernement russe de mettre en place un Internet russe. Bien. Et je pense que le gouvernement va aller jusqu'au bout là-dessus, en se basant sur l'exemple chinois. La Chine a réussi à mettre en place un Internet chinois. La Russie a à la fois les infrastructures nécessaires et les compagnies nécessaires. Yandex Russie, il y a un Yandex international, mais Yandex Russie est une des plus grandes sociétés au monde sur ces questions de digitalisation. Et donc oui, je pense qu'on va avoir le basculement d'un pays qui est pour l'instant très ouvert à l'Internet américain vers un Internet russe. Alors évidemment, ça provoque des mécontentements, effectivement, mais je pense que l'essentiel du mécontentement vient plutôt de la stabilité des relations par Internet. Et c'est vrai que ça pose un problème. Quand j'étais à Moscou, il y a eu une attaque par des drones iraniens. Alors c'était assez... Ukrainien. Quoi Ukrainien, oui, excuse-moi. On n'avait pas... on avait de l'Internet à l'université, on n'en avait pas sur l'avenue Michourine,
Or, il fallait que j'aille dans un magasin avenue Michourine pour faire réinitialiser mon téléphone portable. Bon, j'y vais et ils me disent ah non on peut pas, on n'a plus d'internet. Ah bon, vous avez plus d'internet? Oui, il me dit tout de suite oui, c'est la crainte d'une attaque par des drones ukrainiens, en particulier d'une attaque sur l'académie du FSB. Ah bon? Il me dit oui, ce bâtiment là qui est en face, qui est de l'autre côté de l'année, c'est l'académie du FSB. Ah bon, d'accord. Bon, donc en fait, on a c'est des points blancs dans l'internet qui sont constitués parce que les Russes ont cette capacité de couper le système Internet sur des superficies de 500 mètres, hein, bon, hein, et qui sont liées à une menace d'attaque ukrainienne. Et effectivement, pour des entreprises qui utilisent beaucoup Internet dans leur quotidien, c'est extrêmement gênant, en tous les cas sur Moscou, sans doute sur Saint-Pétersbourg, peut-être sur Kazan, je ne pense pas qu'il y ait des coupures au-delà. Bon, donc oui, ça provoque une forme de mécontentement. Bien, ce qui explique la baisse de la popularité de Vladimir Poutine d'environ 6 points. Il reste quand même à plus de 70% de satisfaits. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui pourraient s'en féliciter. Alors, en fait, on en parlera la semaine prochaine des développements, mais s'il y a un seul drone qui passe ce samedi qui vient, le 9 mai, pendant la grande parade de la victoire contre le nazisme, vu que les Russes ont l'air de considérer que toutes ces attaques sont coordonnées par l'OTAN, les États-Unis et les Européens, on risquerait une escalade. Oui, on risque une escalade, tout en sachant que cette escalade ne peut être que limitée. Le ministère de la Défense de Russie a demandé à la population de quitter le centre de Kiev. Donc une riposte immédiate pourrait être des tirs de missiles, des Oreshnik, sur la partie centrale de Kiev, là où il y a le gouvernement, la présidence et les ambassades occidentales. C'est une menace qui n'est pas ouvertement affichée, mais qui, indirectement, et en particulier par cette annonce du ministre de la Défense disant « quitter le centre de Kiev », m'apparaît assez probable. Mais écoute, Jacques, on verra ce qu'il en est la semaine prochaine et on verra le développement peut-être un peu plus sur le conflit russo-ukrainien, puisqu'on annonce aussi une offensive à partir du 9 mai, enfin après le 9 mai. On verra. Merci Jacques d'être venu. Merci beaucoup. Et si vous avez apprécié cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de l'apprécier, donc de liker, comme on dit en anglais, de commenter, les commentaires sont importants, de la partager, évidemment. Et on vous invite à lire l'article qui est corrélé à en tout cas, cette première moitié d'interview, qui est l'article de Jacques Sapir sur pop.media. Vous y avez accès gratuitement, il n'y a même pas de publicité. Quand vous le lisez, il suffit de renseigner un email. Et puis pour ceux qui ont la possibilité, il y a encore une fortune qui n'est pas entamée par les prochains 6,5% d'inflation qui risque de nous tomber sur le coin du nez. Eh bien, vous pouvez nous aider en faisant un don qui est défiscalisé pour ceux qui payent encore l'impôt sur le revenu. Voilà. Merci Jacques et à la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup.